Nous allons maintenant changer complètement de sujet et aborder une question d'actualité très complexe et très douloureuse, celle des demandes de transition de genre. C'est Pauline Quilon qui va se charger de cet enseignement. Pauline est journaliste agrégée en lettres modernes et elle est spécialiste des questions de société. Elle est également l'auteure d'un essai sur ce sujet qui s'appelle Enquête sur la dysphorie de genre. Il nous a semblé que dans cette formation sur la réalité, on ne pouvait pas faire l'économie de ce sujet qui est devenu, vous vous en êtes sûrement rendu compte, majeur et massif dans notre société. C'est une réalité douloureuse que nous ne pouvions pas éluder. Et avant d'écouter Pauline Quilon, je vous propose de regarder un reportage sur la Suède, un pays qu'elle va évoquer. Angela Siemfjord est une pédopsychiatre reconnue. Elle a créé l'une des cliniques pour enfants transgenres du pays. En 2018, elle démissionne après avoir pris conscience des excès qui se sont produits dans les hôpitaux en Suède. Elle finira par s'alarmer des erreurs de diagnostic. Quand j'y travaillais, on a bloqué la puberté d'adolescente dès l'âge de 12 ans avec des médicaments, alors que c'est un diagnostic complexe. J'ai rencontré beaucoup de patients venus consulter pour une transition de genre qui avaient d'autres problèmes psychiques. Un grand nombre étaient autistes, 25% d'entre eux. Je pense que la Suède s'est perdue. On a été plus vite que la science. Même si l'intention était de faire du bien à nos patients, on a donné des traitements médicaux sans suffisamment de preuves. Nous avons été des cobayes. Ils ont mené des expériences sans base scientifique. Qui fait ça en médecine? Voici un extrait du documentaire de la journaliste Carolina Jemsby, qui a provoqué un électrochoc dans le pays en 2019. Son enquête révèle notamment les risques encourus par les adolescents avec les traitements hormonaux. Donner ces hormones pour changer de sexe augmente les risques de cancer, de maladies cardiovasculaires et de thrombose. Pendant 4 ans, elle a suivi des adolescents et des personnes transgenres qui regrettent avoir changé de sexe. On ne peut plus rien faire pour mon corps. La chirurgie et tout le reste, c'est irréversible. Je ne récupérerai jamais ma voix. Je ne retrouverai pas mes seins, mes organes. On ne peut plus rien faire. Les témoignages que Carolina Jemsby a recueillis ont révélé aussi les pressions que le corps médical a pu exercer sur les parents de ces adolescents. De nombreux parents qui s'opposaient à un traitement pour leur enfant et qui demandaient d'attendre se sont vus traités de transphobes. Les cliniques pour adolescents transgenres ont été jusqu'à signaler des parents aux services sociaux en leur disant « Attention, nous avons un enfant transgenre dans cette famille et des parents transphobes. » Et cela juste parce que les parents voulaient qu'on prenne le temps avant de donner des hormones ou qu'on fasse une chirurgie à leur enfant. La figure de l'enfant trans, confidentielle en France il y a encore 5 ans, acquiert depuis peu une visibilité remarquable dans les médias. Parallèlement, de jeunes enfants et des adolescents expriment un malaise dans leur sexe et déclarent vouloir en changer, soit en adoptant le style vestimentaire de l'autre sexe, soit en demandant à être prénommés par un prénom de l'autre sexe, ou encore en réclamant de prendre des hormones afin de changer leur apparence corporelle. Très nombreux aujourd'hui sont les enseignants à avoir dans leur classe un élève qui demande à changer de prénom ou à être genré au masculin pour une fille, au féminin pour un garçon. On sait aujourd'hui qu'environ 1 millier d'enfants est suivi à Paris dans les 3 services qui les accueillent, à savoir Robert Debré,
la Pitié-Salpêtrière ou encore le Centre interhospitalier d'accueil permanent pour adolescents. Le premier service, ouvert en France en 2013 seulement, avait alors accueilli 3 enfants. Aujourd'hui, ce sont 5 enfants qui frappent chaque semaine à la porte de Robert Debré, selon les déclarations à la presse des psychiatres de ce service, soit plus de 260 par an pour ce seul hôpital. Dans le même temps, 9 services spécialisés ont ouvert dans des villes de province, ce qui atteste du caractère exponentiel de cette demande de la part des mineurs. Il faut y ajouter tous ceux qui suivent des parcours de transition dans le privé et tous ceux qui procèdent à des transitions sauvages en se procurant des hormones sur Internet et dont il est impossible de connaître le nombre. Plus significatif encore, les chiffres qui décrivent le phénomène dans les pays anglo-saxons, où il est apparu 10 ans avant nous, sont en hausse constante et exponentielle. Est-ce que ce serait un simple rattrapage de la part d'enfants qui auraient enfin la possibilité d'exprimer ce qu'ils ressentent vraiment, sans subir l'oppression d'un tabou? C'est la thèse que défendent les instances médicales internationales, l'OMS en tête, qui prônent une dépathologisation totale de ce qu'on appelle la dysphorie de genre. La dysphorie de genre, c'est cet inconfort dû à une non-congruence entre le sexe biologique et le sexe ressenti. En 2019, l'OMS a retiré la transidentité de sa classification des troubles mentaux et l'a ajoutée à la section concernant la santé sexuelle. Ressentir une telle incongruence ne serait ni une maladie, ni un trouble. Le corollaire de cette dépathologisation est une approche exclusivement affirmative de la transidentité. L'approche transaffirmative consiste à considérer que toute personne qui dit appartenir à un autre genre que celui de son sexe de naissance doit être soutenue afin que lui soit accordé ce droit à l'autodétermination. Inversement, les psychologues qui tenteraient d'encourager une personne à se réconcilier avec son sexe de naissance sont suspectés de promouvoir ce qu'on appelle des thérapies de conversion, voire carrément de maltraitance. Des pays avant nous se sont aventurés dans cette démarche exclusivement transaffirmative. Depuis 20 ans, la Suède, la Finlande et l'Angleterre accordent aux mineurs le droit à autodéterminer, donc à choisir, leur genre. Pourtant, très récemment, ces 3 pays ont fait marche arrière et interdisent désormais de procéder à une transition médicale chez les mineurs. Ils leur refusent également la transition sociale, c'est-à-dire la possibilité de vivre sous l'identité de l'autre sexe. Ils privilégient désormais l'approche psychothérapeutique, celle-là même déclarée néfaste par l'OMS et par les organisations mondiales spécialisées. Qui a raison dans ce débat? L'enfant sait-il mieux que personne qui il est, ou bien faut-il le contraindre à la patience jusqu'à sa majorité? Le sexe est-il défini à la naissance, ou bien est-il un donné social en construction? Une chose est bien établie, la majorité des enfants en Suède ou en Angleterre qui ont eu recours à une transition souffraient de troubles de la personnalité, de troubles de l'attention. On a découvert qu'une grosse proportion d'entre eux entrent dans le spectre de l'autisme. Beaucoup souffrent de troubles de la personnalité ou encore ont subi de lourds traumatismes comme des agressions sexuelles, des violences physiques ou du harcèlement. Ces troubles sont-ils cause de la dysphorie de genre ou au contraire, comme le soutiennent les associations LGBT, ce serait le rejet de la transidentité par une société qui serait transphobe qui expliquerait la survenue de ces différents troubles. Le débat n'est pas tranché. Les tenants de cette seconde interprétation peuvent légitimement constater que de nombreuses personnes, notamment des adultes, ont ressenti un soulagement profond et durable grâce à la transition médicale. Ils avancent aussi que ce sentiment traverse toutes les cultures et peut apparaître dès la plus jeune enfance et obséder avec force la personne tout le long de sa vie. Pourtant, on se rend compte que les chiffres du suicide dans cette population
viennent relativiser l'efficacité de la transition médicale pour apaiser la souffrance de la dysphorie de genre. Une étude suédoise a suivi une cohorte de personnes qui ont transitionné. Après 20 ans, ces derniers étaient malheureusement 20 fois plus à risque de se suicider que le reste de la population. Dans les pays qui ont autorisé avant nous la transition médicale des enfants, le Canada ou l'Angleterre notamment, il apparaît depuis quelques années une figure nouvelle, celle du détransitionneur. Sur le réseau social Reddit se trouve un sous-groupe qui réunit ceux qui cherchent à faire le chemin en arrière ou bien décident de mettre fin à leur transition. Tous les jours, de nouveaux témoignages sont publiés qui racontent des histoires tristement similaires. Ce sont des jeunes adultes qui ont développé une très vive et douloureuse dysphorie, souvent au tout début de la puberté. Un grand nombre d'entre eux rapportent avoir cru qu'il était vraiment possible de changer de sexe, qu'il suffisait d'avoir le courage d'aller jusqu'au bout. Si le soulagement promis n'arrivait pas à la suite de la prise d'hormones, ils trouvaient en ligne, dans leur communauté de personnes en transition, des encouragements à aller plus loin pour enfin atteindre la paix ou encore des invitations à lutter contre, je cite, leur transphobie intériorisée. Quand le doute et la désillusion se sont installés, beaucoup ont craint de perdre ce soutien de leur communauté et d'être à nouveau rejetés, voire traités de transphobes. Nombreux aussi sont ceux qui reprochent aux adultes de n'avoir pas mis un frein à leurs désirs, de ne pas les avoir interrogés, ni d'avoir cherché à savoir ce qui se cachait peut-être derrière leur conviction d'appartenir à l'autre sexe. C'est ainsi qu'en Angleterre, la clinique Tavistock, la seule à accueillir les mineurs voulant une transition, vient de fermer à la suite d'un millier de plaintes d'anciens patients et membres de leur famille qui les accusent de mutilation et de maltraitance. Certains, certes, détransitionnent et déclarent ne pas regretter le chemin qu'ils ont parcouru et qui a pu les aider à un moment de leur vie. Ils affirment qu'ils continuent à explorer leur genre par d'autres voies. Mais ils peuvent alors être tentés de minimiser la souffrance de ceux qui, au contraire, vivent de façon très douloureuse l'impossible retour en arrière et décrivent leur parcours comme une mise sous influence sectaire qui a instrumentalisé leur souffrance et qui les a conduits à des actes d'automutilation irréversibles, par exemple la mammectomie ou l'ablation des seins, possible en France dès l'âge de 16 ans. Ou encore l'administration de bloqueurs de puberté puis d'hormones qui a pu provoquer leur stérilité. Ceux qui restent dans le déni face à cette souffrance estiment qu'ils sont les seuls à prendre en compte la réalité, celle de l'existence des enfants trans. Les partisans de la patience, eux, seraient dans une grille de lecture idéologique qui consiste à nier leur existence pour défendre une société où la norme serait d'être de manière univoque homme ou femme et hétérosexuel. Au fond, il y a un désaccord sur ce qu'est réellement une personne. Qui suis-je? Ce que je déclare de moi? Ce dont je fais seule l'expérience? M'accepter, serait-ce consentir à tout changer de moi, y compris par la technique, pour me mettre en accord avec un ressenti intérieur dont je n'aurais pas à rendre compte? La réalité, au contraire, ne s'impose-t-elle pas à moi comme une limite, comme quelque chose que je ne choisis pas et que je devrais accepter pour déployer toutes mes capacités? M'accepter reviendrait alors à apprendre à aimer ce qui est donné. La pensée qui soutient l'existence de la transidentité et défend l'autodétermination des enfants est fragile parce qu'elle nie l'expérience commune des sens et le fait que nous sommes hommes ou femmes, parce qu'elle nie l'expérience de ceux qui ont souffert d'avoir cru aux promesses de la transition. Tôt ou tard, elle sera contestée, comme en Suède. En attendant, parents et éducateurs peuvent se rappeler qu'il leur appartient de donner aux enfants l'amour de cette réalité. À charge pour eux de leur proposer un visage juste et bon de la masculinité et de la féminité, loin des stéréotypes. À la condition
d'avoir retenu cette leçon. Les nouvelles générations ne veulent pas d'un monde d'oppression et de discrimination. Ils rêvent d'égalité réelle et d'accueil de chacun dans sa différence. C'est sur ces aspirations sincères que les éducateurs peuvent s'appuyer pour écouter la détresse spécifique aux enfants de ce temps et y répondre d'un cœur ouvert et sans jugement.